Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver dans une de vos émissions intitulée Science et civilisation, Ilm ou Ulum wa Hadara. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de débattre avec le professeur Adnan Remmel. Vous êtes professeur à l'université Mohammed ibn Abdallah de Fès et vous êtes spécialisé dans les sciences biologiques. Alors, précisément, vous enseignez la biologie, mais j'aimerais bien que vous nous restituiez le contexte de vos études et de vos recherches aujourd'hui. J'ai commencé mes études universitaires au Maroc, à l'université Sidi Mohammed Abdallah de Fès, pendant 2 ans après le bac. Ensuite, j'ai rejoint l'université Paris 11, ou Paris Sud, centre scientifique d'Orsay, où j'ai fait mes études de licence, maîtrise, DEA et doctorat. Des recherches, les études que j'ai faites à Paris, c'était de la biologie moléculaire, de la pharmacologie moléculaire, biologie cellulaire. Dans quel domaine précisément? Au départ, c'était général, mais pour la recherche, toute la recherche que j'ai faite en France, c'était dans le domaine des maladies cardiovasculaires. La pharmacologie moléculaire de maladies cardiovasculaires et de l'hypertension en particulier. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur le mot de pharmacovigilance pour nos auditeurs? Est-ce que vous pouvez un peu le préciser? Alors, la pharmacologie, c'est simplement quand on étudie l'effet des médicaments, si vous voulez, sur des cellules ou sur des tissus. C'est ça. Pour traiter une maladie quelconque. Donc, c'est ce que j'ai fait quand j'étais à Paris. Et après mon doctorat, en 87, je suis retourné au Maroc. Et j'ai rejoint l'université. Où vous avez commencé vos études. J'ai commencé mes études. Et là, je suis allé voir le corps médical marocain pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire avec vous en matière de collaboration dans le domaine de la recherche en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires et l'hypertension en particulier. Voilà. Et là, beaucoup de médecins m'ont dit, si tu veux vraiment faire une recherche utile pour la médecine au Maroc, eh bien, va plutôt voir pourquoi les antibiotiques que nous avons toujours utilisés avec succès auparavant, maintenant, ils ne marchent plus. Ils ne nous donnent plus le résultat qu'ils nous donnaient avant. Et chaque jour, nous perdons des patients qui sont parfois des jeunes cadres, pères de famille, etc., pour la simple raison qu'ils ont attrapé une infection avec une bactérie multirésistante contre laquelle aucun antibiotique ne marche. Et ça m'a motivé et j'ai décidé ce jour-là de changer complètement d'orientation et de consacrer ma vie de chercheur au Maroc pour la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Alors c'est très inattendu ce que vous dites parce que les antibiotiques, l'hygiène, la vaccination, pendant longtemps, c'était le trio gagnant pour l'espérance de vie. C'est-à-dire que pendant l'espérance de vie, on dit qu'elle a augmenté de 3 fois plus a été multipliée par 3, pardon. Elle a été multipliée par 3 en 200 ans grâce à la combinaison de l'hygiène, des antibiotiques, de la vaccination. Et il se trouve que maintenant, donc à la fin du siècle dernier, une situation nouvelle se met en place où les antibiotiques donnent lieu à des usages que l'on dit abusifs et inadaptés. Et donc, il y a un renversement de la situation. Tout à fait, parce que avant l'apparition des antibiotiques, avant la découverte des antibiotiques, ce qu'on appelle l'ère pré-antibiotique, l'humanité était vraiment en souffrance parce que chaque infection était synonyme de mortalité ou de morbidité grave. Depuis qu'on a les antibiotiques, à partir des années 1950, l'humanité est devenue
plus heureuse, je dirais, parce qu'elle n'a plus aussi peur de l'infection. La qualité de vie a changé, l'espérance de vie a augmenté, et même la médecine a fait des pas de géant. C'est développé. On a développé la greffe d'organes, on a développé la neurochirurgie, etc. Malheureusement, cet usage abusif dans la médecine humaine, c'est-à-dire malheureusement, il y a beaucoup de prescriptions, parfois sans prescription, les gens prennent des antibiotiques alors qu'ils n'en ont pas besoin. C'est ça. Et puis, quand vous dites l'usage inadapté, c'est dans le domaine vétérinaire. Ah oui, nous allons y revenir dans un instant. Des animaux d'élevage à qui on donne des antibiotiques, non pas parce qu'ils sont malades pour les traiter, mais juste pour les faire grossir. C'est des animaux en bonne santé et on leur donne des antibiotiques pour les faire grossir. Totalement inadaptés. Totalement inadaptés. Et tout ça, ça crée une pression de sélection sur les microbes. Ce qui fait qu'on tue les microbes sensibles et on sélectionne et on favorise les résistants. Voilà, alors justement, vous avez prononcé le mot de sensible parce que il y a deux stades. Il y a les bactéries sensibles aux antibiotiques et les bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Et je crois qu'on a changé d'échelle au sens où maintenant, c'est véritablement de la multirésistance dont il s'agit. Tout à fait, parce que dans notre organisme, il y a 100 000 milliards de bactéries. Et dans ces 100 000 milliards de bactéries, il y a une très petite minorité qui est résistante normalement. Le problème, c'est que lorsqu'on utilise des antibiotiques, qu'est-ce qu'on fait? On défavorise les sensibles et on les tue, on diminue leur nombre et on donne la possibilité à la minorité résistante de se multiplier et de prendre leur place. De proliférer. De prendre leur place. Et c'est ça qui provoque cette multirésistance. Alors, effectivement, vous avez parlé de l'ère pré-antibiotique. Nous ne sommes pas dans une ère post-antibiotique, mais nous avons absolument à réfléchir sur, finalement, l'élément qui favorisait l'espérance de vie commence maintenant à la menacer parce que la tuberculose, le VIH et la grippe saisonnière font moins de morts que la résistance aux antibiotiques. Tout à fait. Beaucoup de grands spécialistes dans le domaine disent que nous sommes déjà dans l'ère post-antibiotique parce que rien qu'aux États-Unis, vous avez toutes les 2 minutes, vous avez une personne qui décède. Ah oui. Et ça, c'est les États-Unis, ils font des statistiques. Ne parlons pas des pays où il n'y a pas de statistiques. C'est cela. Donc, l'OMS parle déjà de presque 1,5 million de morts chaque année. C'est cela. À cause de la résistance aux antibiotiques. Et si rien n'est fait, en 2050, on peut arriver à 10 millions de morts. 10 millions, c'est ce qu'effectivement le groupe Pfizer annonce comme prédiction désastreuse. Voilà, donc tout ça, ça veut dire que malheureusement, on est déjà dans l'ère post-antibiotique. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir. Voilà, c'est pas une fatalité. On peut toujours agir, on peut toujours faire machine arrière et protéger ces antibiotiques, parce que beaucoup de grands spécialistes aussi appellent les antibiotiques le miracle de la science, le miracle de la médecine. Donc ce miracle, il faut le protéger, il faut le préserver. Nous allons continuer à explorer cette question, notamment sur les modalités d'action, comment agir, les alternatives, en nous déplaçant, si vous le voulez bien, ensemble. Alors, Monsieur Hermel, vous avez dit quelque chose de très important à l'instant. Vous avez dit il n'y a pas de fatalité pour ces choses-là. Et il est vrai que on dit que la fatalité frappe les esprits non préparés. Et donc, il faut être préparé. Et la vigilance, on a parlé de pharmacovigilance tout à l'heure, mais la vigilance à laquelle vous appelez beaucoup, d'abord, de bien orienter le regard sur le monde animal qui consomme 70% d'antibiotiques dans le monde. Et vous, votre lutte, c'est précisément de faire le diagnostic de cette situation qui n'est pas du tout normale et puis d'essayer d'y remédier.
Tout à fait, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand un animal est malade, c'est tout à fait normal qu'on le traite avec un médicament pour le guérir. Le problème, c'est que dans le monde de l'élevage, le fait de donner des antibiotiques aux animaux les fait grossir. Eh ben, on a commencé à donner des antibiotiques à des animaux qui ne sont pas malades, juste pour les faire grossir plus vite. Et ça, ça crée une sélection de bactéries multirésistantes qui sont transmises aux consommateurs via la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, les éleveurs peuvent continuer à faire grossir leurs animaux, même mieux que ce qu'ils font avec les antibiotiques, mais avec des alternatives naturelles. Il y a pas mal de chercheurs dans le monde, et nous-mêmes. Et au point des choses dans ce sens. Ben oui, parce qu'il ne faut pas juste interdire, il faut apporter une alternative. Une substitution. Une substitution. Et donc, aujourd'hui, nous avons une société au Maroc qui fabrique des produits à base d'huile essentielle qui ont une activité antimicrobienne plus efficace que les antibiotiques. Et ces huiles essentielles, quand on les mélange à l'aliment, quand on les mélange à l'eau de boisson pour les animaux, eh bien, les animaux grossissent beaucoup mieux, plus saines, il n'y a pas de mortalité, il y a moins de mortalité, il y a une meilleure croissance et même le goût de la viande par la suite est meilleur. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a plus aucune raison de mettre des antibiotiques dans l'alimentation ou dans l'eau de boisson des animaux. Oui. Et il faut respecter ce miracle de la médecine qui est l'antibiotique et le laisser exclusivement pour la médecine humaine. À l'espèce humaine. À l'espèce humaine, il a été fait pour l'espèce humaine, il doit rester dans l'espèce humaine. Est-ce que le monde agroalimentaire entend ce message ou est prêt à entendre ce message? À l'échelle internationale, le monde agroalimentaire a entendu le message et aux États-Unis, en Europe, on a interdit l'usage des antibiotiques comme promoteur de croissance dans l'alimentation du bétail. Et les éleveurs ont adopté maintenant les huiles essentielles et d'autres alternatives comme moyen pour avoir une bonne croissance sans utiliser les antibiotiques. Malheureusement, bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais malheureusement, dans certains pays, dans le Maroc, on continue à donner des antibiotiques dans l'alimentation du bétail. Par statu quo, par négligence. C'est un peu la faute de la conjoncture. Dernièrement, un vétérinaire m'a dit il faut d'abord que les médecins et les pharmaciens respectent l'antibiotique avant de demander au monde vétérinaire de respecter les antibiotiques. Il y a une prescription qui est abusive. C'est vrai que il est beaucoup plus facile d'obtenir un antibiotique ou une prescription d'antibiotiques au Maroc qu'en France ou en Suède, par exemple. Tout à fait. Donc, il faudrait revoir ça. Il faudrait que la délivrance d'un antibiotique ou la prescription d'un antibiotique respecte un peu plus les normes et le cahier de charge. Et on dit aussi que la dispensation à l'unité de l'antibiotique permettrait pour les êtres humains de ne pas avoir un stock chez soi pour l'automédication. Parce que les gens disent, bon, bah, j'ai pris l'antibiotique il y a 3 mois, il est encore valable, je vais le reprendre. Et donc, certains travaillent, je sais qu'en Suisse et au Canada, pour que l'on puisse faire une dispensation à l'unité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faudrait qu'il ne soit pas prescrit à la légère. Avant de prescrire un antibiotique, un médecin, j'en connais beaucoup au Maroc, qui disent à leurs patients, écoutez, je vais vous donner juste quelques médicaments sans antibiotiques. Effectivement, cette question de la prescription adaptée, et c'est toute une éducation. Est-ce qu'on peut parler d'une nécessaire formation continue pour les médecins et les pharmaciens à ce sujet? Nos médecins sont excellents au Maroc, oui. Ils sont très bien formés. Le problème, c'est que souvent, la pression vient du patient. Ah oui. Quand c'est un enfant, les parents disent « Pourquoi vous ne lui donnez pas un antibiotique ?» Et parfois, le patient, même un adulte, dit « S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez me donner un antibiotique ?» Donc, c'est surtout ça. C'est la pression qui vient du patient qui fait que parfois, le médecin se trouve presque dans l'obligation de le faire.
Et puis, au niveau des pharmacies, c'est la même chose. C'est souvent quand le client vient dire je veux un antibiotique, le pharmacien, il se dit si je lui dis non, le pharmacien d'à côté va le lui donner. D'ailleurs, vous avez dit client. C'est vrai que malheureusement, la frontière est parfois poreuse entre le patient et le client. Il entre dans une pharmacie comme dans une épicerie, mais ce n'est pas une épicerie. Oui, justement, mais il faut dire que le pharmacien, il est dans une situation embarrassante. Oui. S'il dit non, c'est un problème. Quand il le donne, c'est un autre problème. C'est ça. C'est un dilemme. Voilà, je pense que c'est aussi le devoir un petit peu des pouvoirs publics, mais aussi des associations. Tout à fait, de sensibilisation. De sensibilisation. Il faut sensibiliser le patient, le client. Il faut lui dire, quand tu prends un antibiotique alors que tu n'en as pas besoin, ça veut dire qu'un jour, quand tu en auras besoin, il ne sera pas là, il ne sera plus utile. Donc, c'est ça. Et puis, il faut dire à tout le monde, et même l'enseigner dans les écoles, je dirais, et dire l'antibiotique, c'est un miracle de la médecine. C'est grâce à l'antibiotique que la médecine s'est développée. C'est grâce à la médecine qu'on a sauvé des millions et des millions de vies, grâce aux antibiotiques et aux vaccins. Et donc, les antibiotiques, il faut garder cette denrée précieuse. Voilà, il faut les protéger, il faut les préserver, il faut les respecter. Et précisément, dans cette sensibilisation, est-ce que l'on peut dire, attention, on mourrait facilement d'une pneumonie en 1920, on risque de mourir d'une pneumonie en 2040-50, peut-être pour réveiller le choc, faire des comparaisons même historiques, parce que l'histoire est pleine de leçons quand on l'étudie. Et il est vrai que 1920, des grands écrivains comme Proust, à 51 ans, il disparaît par une pneumonie. Donc cela est devenu une chose du passé, mais malheureusement, elle se profile à l'horizon de nouveau. En 2020, en 2021, en 2019, en 2010, on a perdu des gens à cause de pneumonie, à cause de petites blessures, suite à une opération chirurgicale, et les gens attrapent une bactérie qu'on appelle des infections nosocomiales. De l'hôpital. Avec des bactéries multirésistantes. Donc, c'est déjà le cas. Tous les jours, on perd beaucoup de monde au Maroc et partout dans le monde. On perd beaucoup de patients à cause de la résistance aux antibiotiques. Donc, le problème est déjà là. Il est là. C'est pour ça que les alternatives. Voilà. Moi, depuis 1987, j'ai commencé à travailler sur l'activité antimicrobienne des huiles essentielles. En collaboration avec d'autres chercheurs qui étaient avant moi, notamment le professeur Tantawi El-Araqi, Abdelghafour, qui est le père de l'activité antimicrobienne des huiles essentielles au Maroc. Et avec lui, donc, on a commencé à nous dire, est-ce que ces huiles essentielles ne peuvent pas être une alternative aux antibiotiques, puisque la résistance se développe d'une façon incroyable. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le monde animal, nous avons développé des compositions qu'on peut rajouter à l'aliment de bétail, qui remplacent totalement les antibiotiques. C'est 100% des huiles essentielles qui remplacent totalement les antibiotiques. Et ça donne des résultats meilleurs que ce que donnaient les antibiotiques dans le monde animal. Maintenant, pour la médecine humaine à proprement parler, nous avons été amenés par la logique scientifique à associer les antibiotiques avec des huiles essentielles. Ah oui. Et en faisant quelques associations comme ça, nous sommes tombés sur une très, très, très bonne association qui fait que l'action de l'antibiotique est potentialisée, elle est multipliée par un grand facteur qui fait que... Qui augmente précisément nos possibilités de... Tout à fait, c'est-à-dire des bactéries qui sont devenues multirésistantes, quand on les traite avec cette association antibiotique-huile essentielle, elles redeviennent sensibles. Ah oui. Parce que quand on mélange ces deux choses, on obtient un complexe moléculaire nouveau que le système de résistance ne reconnaît pas. Et donc, la bactérie redevient sensible à l'antibiotique. Aux médicaments. Et là, c'est une nouveauté, une innovation
marocaine, c'est ça Tout à fait. qu'il faut quand même souligner. Oui, c'est une innovation marocaine brevetée en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Russie, et dans toutes les régions du monde où ça mérite de déposer un brevet. Et c'est la première fois dans l'histoire du Maroc où la recherche marocaine développe un médicament et l'industrie marocaine le développe, prend le relais et le fait parvenir au marché. Donc aujourd'hui, ce médicament, il a l'autorisation de mise sur le marché et très bientôt, il sera dans les pharmacies marocaines. Ça, c'est extraordinaire. Oui, tout à fait. J'ai eu l'honneur d'être à l'origine de cette invention. Qui a été primé à l'échelle internationale. Oui. J'ai eu le prix de l'innovation pour l'Afrique en 2015. J'ai eu aussi le prix de l'inventeur européen en 2017, décerné par l'Office européen des brevets. Ça m'a aussi donné l'honneur et le privilège d'être décoré par Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, pour cette invention. Et bien sûr, quand il sera sur le marché, j'aurai le grand plaisir de voir des gens qui achètent ce médicament et qui guérissent d'une maladie très grave qui aurait pu leur causer beaucoup de problèmes de santé. Et oui, donc on va pouvoir retrouver notre trio gagnant par lequel on a commencé cette émission, l'hygiène, la vaccination et une nouvelle formulation de l'antibiotique tel que vous l'avez indiqué, puisque cela va permettre précisément de toujours donner de la qualité de vie et de l'espérance de vie précisément aux Marocains et plus généralement bien sûr à l'humanité, parce que on l'a vu avec la Covid, c'est quand même toute société aujourd'hui vise à garder ou améliorer son espérance de vie. C'est un désastre absolu de perdre des points ou des indices de cette espérance de vie. Et je crois qu'effectivement, on dit souvent que depuis ce qu'on a pu trouver en trithérapie pour le VIH, les laboratoires ont piétiné et n'ont pas véritablement trouvé des choses, mais quand même l'espoir est là aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Quand j'ai eu ce prix de l'inventeur européen, plusieurs grands infectiologues européens qui ont entendu la nouvelle et ils m'ont appelé pour me dire merci d'avoir su breveter les huiles essentielles. Parce que les infectiologues du monde savent que les huiles essentielles sont de très bons agents antimicrobiens, mais puisqu'ils ne sont pas brevetables, c'est des substances naturelles qu'on ne peut pas breveter, les boîtes pharmaceutiques ne peuvent pas investir dans la recherche clinique qui coûte très cher pour sortir quelque chose qui n'est pas breveté, donc qui est comme un générique. Et oui. Donc nous, justement, en faisant ces associations nouvelles, qui est donc l'antibiotique avec les huiles essentielles, on a pu donner satisfaction à ces boîtes pharmaceutiques qui ont des médicaments brevetés, mais ils sont brevetés, mais ils contiennent à la fois des antibiotiques et des huiles essentielles. On a fait la même chose pour antiviraux et huiles essentielles, anti-cancer et huiles essentielles. Et ça, si vous voulez, ce concept qu'on appelle boostage, de mixité, de boostage des antibiotiques ou des antitumoraux ou antimalaria par les huiles essentielles, c'est un nouveau concept qui va, comme vous dites, apporter un certain confort à la fois aux patients et en même temps à la médecine, parce que la médecine, elle a besoin d'agents antimicrobiens efficaces pour continuer à se développer. C'est cela. Si on n'a plus d'agents antimicrobiens efficaces, on ne peut plus faire de greffe d'organes, on ne peut plus traiter le cancer, on ne peut plus traiter les maladies auto-immunes, etc. En réanimation, aujourd'hui, on donne des antibiotiques très forts et ça serait catastrophique que ces antibiotiques ne soient pas efficaces en raison d'abus pour des choses bénignes durant l'existence ou le parcours de soins du patient. Donc, il y a véritablement une urgence pour continuer à porter cette médecine de la greffe, du don d'organes, de tout ce qui est chirurgie réparatrice.
Donc l'horizon est beaucoup plus ample que simplement les questions de telle maladie spécifique, un rhume, une grippe. De toute façon, les maladies infectieuses, en général, sont les maladies les plus mortelles dans le monde. Oui. De même, la résistance aux antibiotiques, elle aggrave ça, c'est-à-dire elle fait que les maladies infectieuses deviennent encore plus graves quand on n'a plus d'armes qui sont les antibiotiques pour les combattre. Et puis aussi, puisque on est dans le contexte Covid, oui. Espérons qu'on n'ait pas une pandémie avec des bactéries multirésistantes. Et oui. Parce que les spécialistes, les grands spécialistes de l'épidémiologie des maladies infectieuses dans le monde disent que c'est imminent. C'est-à-dire, tôt ou tard, et peut-être très bientôt, nous risquons d'avoir une pandémie avec des bactéries multirésistantes. Et là, la lutte sera beaucoup plus compliquée que ce qu'on a vécu avec le Covid. Exactement. Donc, il est temps, il est vraiment urgent de se rendre compte qu'il faut respecter les antibiotiques, qu'il faut arrêter de les utiliser à tort et à travers, aussi bien dans le domaine de la médecine humaine que dans le domaine de l'élevage. Et puis, parce que en utilisant trop d'antibiotiques, on les dissémine dans l'environnement. Et malheureusement, maintenant, on peut aller dans des ruisseaux, dans des rivières et trouver des bactéries multirésistantes. Et c'est terrible. Oui, terrible, c'est vraiment terrible. Alors, vous avez parlé des risques pandémiques. Malheureusement, nous traversons encore cette pandémie de la Covid. Il y a les zoonoses, ce qu'on appelle les zoonoses, les maladies au contact des animaux, qui sont parmi les maladies les plus émergentes. Et donc, effectivement, nous formons avec les autres animaux une continuité du vivant. Et cette continuité du vivant et cette interface entre le vivant et les technologies que l'on peut élaborer, comment en prendre conscience et resituer l'espèce humaine parmi toutes les autres espèces. Je crois que c'est un enjeu très important. On pourrait être sensible à cela par la Covid, puisqu'on sait qu'il y a eu des médiations animales pour l'arrivée de cette pandémie, mais je crois que nous avons vécu pendant tout le XXe siècle avec l'idée que nous étions comme une espèce à part du cycle des vivants, alors qu'il faut reconnecter avec l'ensemble du vivant, aussi bien pour la fragilité des écosystèmes, pour la vulnérabilité et la précarité de plusieurs éléments de notre environnement, que précisément, bien sûr, pour les espèces animales elles-mêmes. Tout à fait. Que ce soit pour des animaux d'élevage ou pour des animaux de compagnie, il faut les respecter, il faut faire attention à leur bien-être, bien sûr. Et en même temps, il ne faut pas que ces animaux soient à un moment donné l'origine d'un grand problème pour les humains. Donc, c'est pour ça que je défends l'idée que, dans ce qui concerne les maladies infectieuses, garder les antibiotiques pour la médecine humaine. Voilà. Et dans la médecine humaine, en faire un bon usage correct, selon les normes préconisées par les spécialistes et par l'OMS, et utiliser des alternatives pour les animaux, parce que ces alternatives existent. Moi-même, j'ai mis au point quelques alternatives, mais aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Chine, au Japon, partout, il y a des alternatives à base de substances naturelles, parfois à base de ce qu'on appelle des probiotiques, des prébiotiques, etc. Il y a beaucoup de moyens pour prévenir et pour guérir les infections chez les animaux, à part les antibiotiques. Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Merci pour cet échange très fructueux, très fécond. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'était une joie de vous retrouver aujourd'hui autour de votre émission Ilm wa Hadara, science et civilisation, ou Ulum wa Hadara, puisqu'on a mobilisé plusieurs sciences, comme vous avez pu voir, la médecine, les sciences biologiques, les sciences pharmaceutiques. Et je vous dis à très bientôt pour une autre de vos émissions.